pouvoir continuer la session en accueillant notre prochaine oratrice, qui est donc le professeur Nathalie Chabert-Buffet, qui travaille à l'hôpital Tenon et qui va nous présenter un topo sur les nouvelles contraceptions. Bonjour et merci beaucoup donc, pour cette invitation. Alors, vous m'avez demandé de parler des nouvelles contraceptions. Je me suis focalisée sur les contraceptions plutôt hormonales, compte tenu du public. Et donc, nouvelles, c'est deux nouvelles contraceptions hormonales qui ont été commercialisées en 2021. La première que je vais évoquer au début de l'année, la deuxième plutôt à la fin de l'année pour la commercialisation française, bien sûr. Voilà, je vous informe que je travaille avec notamment les deux laboratoires qui commercialisent ces deux contraceptions hormonales. La première qui est le premier labo, la seconde dont je vais parler, et le deuxième labo, la première dont je vais parler, mais d'autres labos aussi. Donc, ces nouvelles contraceptions, c'est un progestatif microdosé à base de drospirénone seul. Donc, la drospirénone, c'est la famille de la spironolactone, en gros, que vous connaissez. Et puis, la seconde, ce sera l'association de cette même drospirénone avec un estradiol dit naturel, qui est l'estétrol. Alors, en ce qui concerne la drospirénone, donc c'est une molécule, donc une spirolactone qui a une activité antiminéralocorticoïde, donc, et qui a aussi une activité anti-androgénique qui reste quand même modeste, là, dans un modèle animal comparé à la drospirénone, à la stade de cyprotérone sur la mesure de la fameuse distance anogénitale des ramales. Vous voyez qu'il y a l'acétate de cyprotérone a un effet qui est plus important que la drospirénone. Et là, c'était des doses importantes, donc ce ne sont pas celles qu'on utilise en clinique. C'est juste pour démontrer qu'il y a une petite activité anti-androgénique. Si on reprend dans une autre étude, une évaluation de la puissance anti-androgénique, on compare l'acétate de cyprotérone à la colonne de droite avec d'autres progestatifs, donc le dienogest et l'acétate de chlormadinone, et puis la drospirénone au milieu. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même puissance anti-androgénique que l'androcure. Mais il y a une petite activité anti-androgénique. Alors, pour les effets antiminéralocorticoïdes, on voit qu'on est à peu près dans la même zone d'effets antiminéralocorticoïdes que la progestérone, comparée à d'autres molécules, avec cette drospirénone qui est aussi dans la même zone d'activité que la spironolactone. Alors, du coup, ça donnait un progestatif microdosé qui, supposément, va pouvoir avoir moins d'effets androgéniques, à défaut d'avoir des effets anti-androgéniques, peut-être. Et peut-être un avantage en termes d'effets antiminéralocorticoïdes, moins de gonflement, etc. Alors, ça se présente comme ça. C'est des blisters, comme toutes les contraceptions nouvelles d'ailleurs, maintenant, c'est des blisters avec au moins 24 comprimés actifs et 4 comprimés placebo pour éviter les oublis à la reprise. Il y a même des associations avec encore plus de comprimés actifs et moins de comprimés placebo. Et donc là, vous avez donc 24 comprimés à la drospirénone 4 mg et 4 comprimés placebo verts. Alors, en termes d'efficacité, on a les études de phase 3 pour définir l'indice de Pearl, qui permet de voir l'efficacité. Donc, ça nous donne, si on s'intéresse surtout à l'IP global corrigé, parce que c'est celui qui est évalué en fonction d'autres méthodes contraceptives éventuellement utilisées par les femmes, on tombe sur 0,79, ce qui est dans la norme des contraceptions de ce type, progestatif microdosé. Et donc, il y a eu une étude à un seul bras, une étude comparée versus le désogestrel. Et donc, c'est comparable en termes d'efficacité. Cette pilule-là a été évaluée dans une circonstance particulière qui sont les oublis. Parce qu'évidemment, c'est un des principaux soucis. Ce sont les oublis. Et donc, ils ont fait exprès de faire prendre en retard de 24 heures, 4 fois dans le mois, des comprimés aux femmes qui participaient à cette étude. Et donc, il n'y a pas eu de perte d'inhibition de l'ovulation. C'est un progestatif qui inhibe l'ovulation sans inhiber tout l'axe gonadotrope. Et donc, dans les recommandations d'utilisation, la petite notice qui est dans la boîte, il est noté qu'on peut oublier cette pilule jusqu'à 24 heures et que donc, dans les conduites à tenir, si on a oublié moins de 24 heures, on la prend à l'heure où on s'en aperçoit, on prend la suivante à l'heure prévue et on est toujours protégé. Il y a quelques contraceptifs qui ont cette possibilité maintenant dans le commerce. Donc, par rapport aux autres microprogestatifs, 12 heures pour le désogestrel, si vous la connaissez sous le nom de Cerazette, Optimizette, sans doute. Et puis, celle à base de lévonorgestrel qu'on n'utilise plus, en fait, parce que 3 heures, c'était vraiment très, très contraignant. Donc ça, c'est un des avantages, peut-être, de cette nouvelle molécule en contraception.
Alors, il y a aussi dans les études maintenant, parce qu'avant, on utilisait dans les études, on incluait que des femmes avec parfaitement normopondérales, parfaitement normotendues, parfaitement de ce que vous voulez. Donc là, maintenant, dans les nouvelles études, il y a une obligation, en fait, des autorités de santé d'inclure un petit peu de femmes en surpoids. Et donc, dans cette étude-là, des femmes en surpoids ont été incluses. Alors, aucune supérieure à 30 quand même, hein, donc pas de femmes obèses. Mais donc, avec une petite diminution quand même de l'efficacité chez les femmes en surpoids sans que ça atteigne des niveaux inquiétants. Alors l'autre grand problème des microprogestatifs, ce sont les saignements qu'ils induisent, hein, et c'est pour ça que ce n'est pas positionné en première intention dans les recommandations nationales à cause du risque de saignement. Alors en fait, donc, il y a eu des études qui ont comparé le désogestrel avec la drospirénone, et donc qui disent que finalement, il y a moins de saignements imprévus sous drospirénone que sous désogestrel. Alors, il y a plusieurs explications possibles à ça. Il y a aussi beaucoup de critiques sur cette étude, en fait. Bref, je passe. Donc ça, c'est la même chose figurée un peu différemment chez des femmes âgées, y compris chez des femmes âgées de plus de 40 ans. Donc, on retrouve cette même tendance à avoir moins de saignements disons, inopinés chez les femmes qui prennent la drospirénone. Alors, les explications, ça pourrait être éventuellement le maintien d'un taux d'estradiol. Je vous ai dit, ça bloque l'ovulation, mais ça ne blunte pas complètement l'axe gonadotrope. Donc, ça maintient un taux d'estradiol qui est aux alentours de 180-200 picomoles par litre. En pratique, si on regarde les vieilles études qui avaient été faites avec les autres pilules à base de progestatifs purs, on a des chiffres d'estradiol qui sont absolument comparables, hein, voire un peu plus haut encore. Donc c'est sans doute pas ça, et c'est probablement ce schéma en fait, parce que tous les autres progestatifs sont administrés vraiment en continu, donc il n'y a aucune levée du frein progestatif sur l'endomètre, alors que là, il y a quand même 4 jours à la fin du mois qui permettent d'avoir un saignement prévu s'il existe, et puis du coup moins de saignements impromptus dans l'étude qui a été publiée. Voilà, donc je vous ai dit aussi qu'il y avait des femmes qui étaient incluses avec un peu moins parfaites sur le plan des facteurs de risque métabolique. Donc dans ces études, il n'y a pas eu de démonstration d'une prise de poids importante, mais ce n'était pas non plus le cas sous microprogestatif habituel. Et au niveau de la pression artérielle, il n'y a pas eu de variation de la pression artérielle ou une toute petite diminution de la pression artérielle chez les femmes qui avaient une tension à 14,9 max pour être inclus, mais qui était supérieure à 13,8,5 versus leurs collègues qui étaient en dessous de 13,8,5. Donc avec peut-être un tout petit effet sur la tension. Dernier problème, c'est les problèmes d'acné avec les microprogestatifs. Et donc ici, toujours la comparaison avec le désogestrel, avec une tendance à un tout petit peu moins de femmes qui présentent de l'acné sous ce traitement-là. Alors je rappelle que c'est un contraceptif microprogestatif, hein, donc il n'y a pas du tout les bénéfices d'un œstroprogestatif sur les effets de l'hyperandrogénie au niveau de la peau. Et que, deuxième chose, donc il n'y a eu aucune étude qui ont évalué chez les femmes qui ont déjà une acné ou un hirsutisme avec ces molécules-là, ni chez les femmes qui ont un SOPK par exemple. Donc ce n'est pas un traitement de l'hyperandrogénie, clairement. Donc pour cette première association, cette première molécule, les principaux signaux, je pense, c'est que compte tenu du schéma, probablement, il y a un tout petit peu moins peut-être de saignement. Et l'étude intéressante de tout ça, je trouve, c'est l'histoire des oublis, 4 fois dans le cycle, avec donc ce délai qui est maintenant de 24 heures pour les oublis. Ça, c'est plutôt intéressant pour les femmes. Alors ensuite, il y a cette association estétrol-drospirénone. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'estétrol. Donc c'est un nouvel estrogène qui a été découvert il y a très longtemps par M. Dix-Fallucci, qui a été baptisé en 1966 par une autre équipe. Et pendant très longtemps, on s'est demandé à quoi ça servait, puisqu'en fait, il est fabriqué par le foie fœtal, cet estrogène. Donc normalement, on l'observe que pendant les grossesses. Et on s'est demandé si ça pouvait être un marqueur de bien-être fœtal pendant des années, puis on n'a jamais réussi à démontrer ça. Et puis donc des équipes qui cherchaient à valoriser des molécules dites orphelines se sont penchées donc sur son utilisation, puisque c'est un nouvel estrogène,
en ménopause et en contraception. Donc pour l'instant, c'est commercialisé pour la contraception et ça va être probablement bientôt disponible en ménopause aussi. Oui, du coup, l'animation passe à l'envers, donc je passe là-dessus, excusez-moi. Alors, comment marche cet estrogène? Comme beaucoup d'estrogènes, par des effets génomiques lents. À l'inverse de beaucoup d'estrogènes, il n'y a pas d'effet médié par les récepteurs membranaires. Donc, ça fait une petite différence, notamment dans l'impact sur la coagulation, on va en reparler après. Sinon, il y a une très faible liaison à la SHBG, donc du coup, c'est très biodisponible. Il n'y a pas de conversion en un métabolite moins actif, à l'inverse de l'estradiol. Il n'y a pas de métabolisme par les cytochromes P450, donc ça réduit beaucoup les risques d'interaction médicamenteuse. Et une demi-vie qui est longue, supérieure à 24 heures. Alors là aussi, on est dans un schéma 24/4, et puis le progestatif, c'est la drospirénone dont je vous ai déjà parlé. Alors, en termes d'efficacité, qu'est-ce qu'on a? On a un indice de Pearl qui est un peu supérieur à celui que je vous ai décrit tout à l'heure avec le microprogestatif, qui donc correspond à ce dont on a l'habitude avec les estroprogestatifs. En ce qui concerne le risque, puisque c'est une association entre un estrogène et un progestatif, le risque d'induction de protéines hépatiques et donc le risque vasculaire qui lui correspond souvent. Vous voyez ici des courbes qui vous montrent en noir des associations avec de l'éthénylestradiol. Et puis les courbes rouges et bleues, c'est les associations entre l'estétrol et la drospirénone en rouge, ou l'estétrol et un autre progestatif qui est le lévonorgestrel, qui est présent dans toutes les pilules dites à faible risque de thrombose quand on les associe à l'éthénylestradiol. Et donc vous voyez qu'effectivement, ça n'a pas du tout d'impact sur les taux de SHBG, qui est un marqueur très indirect du risque de thrombose. Pareil pour l'angiotensinogène, par exemple. Sur le métabolisme lipidique, c'est un autre point, c'est un point intéressant de cette association-là. Les estroprogestatifs, comme vous savez probablement, un des soucis, c'est le taux de triglycérides, plus que les taux de cholestérol. En fait, en réalité, s'il y a une anomalie des triglycérides, elle peut flamber, comme on ne dépiste pas systématiquement ces anomalies avant la prescription, que c'est plus recommandé pour faciliter l'accès aux contraceptifs. Ici, il n'y a pas du tout d'impact sur le taux de triglycérides, ce qui est vraiment une chose originale. Alors, dans les questionnements, il y a là aussi des problèmes de est-ce que ça va se mettre à saigner tout le temps pendant l'utilisation de cette pilule ou pas. Le saignement impromptu, c'est la principale cause d'arrêt des contraceptifs chez les femmes. C'est pour ça que c'est l'objet d'une attention très particulière. Donc là, vous voyez, avec l'association qui est commercialisée ici, des saignements très réguliers. Vous avez 90% des femmes qui, au fil du temps, vont maintenir des saignements réguliers à la date prévue pendant les 4 jours de placebo. Et puis, au tout début, il y a un petit peu de saignement impromptu, mais avec le temps et rapidement, on arrive à 5% de femmes qui arrêtent de saigner. Alors, je trouve intéressant cette diapo parce que c'est les études de phase 2. Et en fait, vous voyez, quand on n'associe pas le bon progestatif avec la même molécule estrogénique, on a des profils de saignement qui sont complètement différents. Et puis, il y a une pilule qu'on avait déjà depuis un moment à base de valérate d'estradiol et d'hyénogèse qui n'a pas non plus un profil de saignement très favorable. Alors, en termes d'évaluation du risque veineux, si on veut se comparer, donc, vous vous souvenez que la meilleure association avec éthénylestradiol, c'est le lévonorgestrel, qui est un peu la référence, et les pilules dites de deuxième génération, qui sont recommandées en première intention, qui sont les seules remboursées en France. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme données avec les pilules qui contiennent des estrogènes naturels, donc tout le monde par voie orale, bien sûr. Et bien, on a les études de post-commercialisation d'une pilule à l'estradiol, c'est un mélange lutényl-estradiol en gros, et de la pilule valérate d'estradiol et d'hyénogèse dont je viens de vous parler. Donc, dans ces études de post-commercialisation, donc de phase 4, on a démontré un risque non significativement différent de thrombose par rapport à une pilule à l'éthénylestradiol. Ce sont des contraceptifs, des études qui sont dessinées pour démontrer une non-infériorité, donc c'est un peu difficile d'obtenir une significativité en réalité. En tout cas, pour l'instant, les recommandations nationales restent les mêmes contre-indications exactement pour ces associations à l'estradiol
que les contre-indications aux associations éthényl-estradiol et progestatif. Alors pour l'association estétrol-drospirénone, là, on n'a pas ces données puisqu'elle est très récente et qu'il faut entre 7 et 10 ans pour avoir ces données de post-commercialisation. Donc on a cette toute petite étude qui a été conduite par l'équipe de Jonathan Doufis notamment, donc qui a développé un dosage de la résistance à la protéine C activée, qui est le marqueur validé pour évaluer le risque de thrombose, et qui l'a normalisé. Donc maintenant, on peut à peu près se baser sur ce dosage-là. Et donc, cette étude, elle a randomisé en 3 groupes des femmes qui recevaient donc, cette association dont je vous parle, une pilule à base d'éthényl-estradiol 30 microgrammes lévonorgestrel, et puis une association de drospirénone éthényl-estradiol qu'on a aussi dans le commerce. Et donc, on les a suivis en faisant des bilans d'hémostase au travers de 6 cycles de traitement. Et donc, si on regarde comment varie la résistance à la protéine C activée avec ces 3 groupes-là, vous voyez que l'association estétrol-drospirénone, ça ne bouge pas, alors que dans les 2 autres cas, il y a une augmentation de cette résistance à la protéine C activée. Donc, ce n'est pas un marqueur clinique de risque de thrombose, c'est un marqueur, encore une fois, biologique et indirect, mais qui semble être intéressant à confirmer sur des données cliniques maintenant. Donc, si on essaye de projeter ça un peu sur des graphes en termes de risque de thrombose, ça donne les pilules dites de 3e génération et compagnie tout en haut du graphe, les pilules à base de lévonorgestrel ou 2e génération qui sont au milieu du graphe en noir, les contraceptions pour lesquelles on a des données post-autorisation ici qui sont à base d'estradiol ou de valérate d'estradiol. Et si on extrapole les données obtenues avec la résistance à la protéine C activée, ça situerait cette nouvelle association dans un niveau de risque encore un peu plus faible. Mais encore une fois, il faut attendre les données cliniques pour confirmer ça. Voilà, donc pour conclure, la drospirénone, c'est une nouvelle contraception progestative qui a été évaluée dans des petits sous-groupes de femmes en surpoids, excusez-moi, elles n'étaient pas obèses, avec pression artérielle peut-être un peu limite, ou au-delà de 40 ans. Chez les adolescents, je ne vous ai pas montré, mais ça a été évalué également. Donc ça a une efficacité qui est liée à l'action anti-ovulatoire, plus les effets d'un microprogestatif sur l'utérus, l'endomètre, le col. Et donc le principal intérêt pour moi, c'est cette histoire d'oubli possible jusqu'à 24 heures. Le taux d'estradiol n'est pas effondré, mais c'est vrai avec tous les microprogestatifs. Et comme tous les microprogestatifs, il n'y a pas d'impact sur le risque thrombotique. Bien sûr, on ne les prescrit pas à la phase aiguë d'un accident thrombotique, mais sinon, on peut les prescrire, y compris chez les femmes à risque. L'association estétrol-drospirénone, donc c'est une nouvelle contraception estroprogestative qui garde toutes les mêmes contre-indications que les autres estroprogestatifs qu'on utilise depuis longtemps pour l'instant. Toujours un schéma 24/4 pour la sécurité pour éviter d'oublier la reprise. Un profil de saignement qui est très favorable en fait, et donc pour les femmes qui souhaitent avoir des règles, parce que du coup elles en ont, c'est un truc qui marche bien. Si c'est des dames qui ne veulent pas de règles, ce n'est pas la bonne solution, parce qu'on n'a pas de données sur si elle a fait sauter les 4 comprimés placebo pour prendre en continu, qu'est-ce qui va se passer. Et probablement, au bout de 4 à 6 mois, ça va se mettre à saigner n'importe quand. L'un des avantages, c'est l'absence d'impact sur le taux de triglycérides. Et puis, peut-être cette possibilité de réduire le risque de thrombose à évaluer dans les études de phase 4. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, elles ne sont pas remboursées ni l'une ni l'autre, pour information. Donc, ça dépend de la pharmacie. Et je rappelle que des mutuelles font des forfaits de 200 € par an pour rembourser les contraceptions non prises en charge par l'assurance maladie. Donc, il faut penser à orienter les patientes vers ça. Donc là, si vous, par exemple, la drospirénone estétrol, elle est aux alentours de 12 à 13 € par mois en fonction des pharmacies, puisqu'ils font leur marché tout seuls, les pharmaciens, avec ça. Donc, ça permet de couvrir pas tout à fait une année de contraception, mais ça contribue bien. Moi, je vais poser une question sur un sujet que je ne connais pas. Voilà. Donc, merci. Merci Nathalie. J'étais intéressé par le fait qu'il faut absolument inclure des femmes en situation d'obésité ou de surpoids, en tout cas dans les études maintenant, c'est ce que tu as expliqué. Donc du coup,
Là, c'était plutôt la drospirénone qui était le médicament, enfin le produit intéressant dans cette situation. Finalement, c'est qu'est-ce que... C'est l'ensemble, parce qu'en fait, pour l'estétrol, tu as sa demi-vie longue, etc., qui peut être intéressante. Pour la drospirénone, c'est effectivement moins un risque en termes d'hypertension, mais pour l'estétrol, il y a moins de risque sur les taux de triglycérides. Enfin, tu as plein de facteurs de risque chez les femmes obèses qui sont peut-être moins impactés. Là, pour les études de drospirénone, donc je n'ai pas montré tous les résultats, mais du coup, ça se traduit par forcément 2 blocs. Un bloc États-Unis et puis un bloc Europe-Russie à chaque fois. La même étude conduit dans les 2 blocs en parallèle. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois 2 études de phase 3. Et donc, dans le bloc États-Unis, il y a beaucoup plus de femmes en surpoids, évidemment. Voilà, mais je pense que l'ensemble soit la drospirénone toute seule, soit l'ensemble de l'association estétrol drospirénone ont des avantages potentiels chez les femmes en surpoids. Pour l'instant, je rappelle que l'obésité isolée n'est pas une contre-indication à donner un estroprogestatif à une femme. Hein. En revanche, dès qu'elle a un autre facteur de risque, plus de 35 ans, ou elle fume, ou elle a une hypertension, ou je ne sais pas quoi, ça contre-indique formellement. Merci. Du coup, là, si j'ai bien suivi, cette contraception, elle a plein d'avantages. Enfin, finalement, si on doit choisir parmi un microprogestatif, elle vient un peu en tête de liste, en dehors du coup. J'ai pas entendu la fin. Puis si on doit, tu vois, pour choisir parmi un microprogestatif, c'est notre choix de contraception, finalement, la drospirénone, elle est quand même plutôt avantageuse par rapport aux autres, en dehors de la question du coût. Oui, alors elle est plus avantageuse en termes de saignement. Bon, alors évidemment, les détracteurs disent, mais oui, mais en fait, c'est dû au schéma. Et si on essayait de faire des ogestrel à un schéma différent, ça marcherait aussi, tu vois. Bon. Donc, en termes de saignement, il y a un petit bénéfice. Après, et puis l'histoire des oublis. Parce qu'ils ont fait l'étude pour le démontrer, mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est comme les progestatifs dans l'endométriose. Tu as le progestatif qui a fait les études pour montrer comment ça marche. Puis les autres progestatifs qui n'ont pas fait les études, mais qui marchent aussi en clinique, quoi. Donc, bon, on manque de données comparatives, en fait, entre les différents schémas, etc., je pense. L'autre inconvénient, c'est qu'elle n'est pas prise en charge. Hein. Oui, voilà. Après, sur la petite expérience, et ça saigne sous un microprogestatif des ogestrel, tu te dis, je vais essayer l'autre pour voir ce que ça change. Ça ne change pas grand-chose, en réalité. Ça ne marche pas. Donc, peut-être parce qu'il faut faire un grand break pour remettre l'endomètre à sa valeur de base et ensuite changer, ce qui t'oblige du coup à faire quasiment un mois son traitement, donc c'est dangereux. Ouais. Pour moi, c'est vraiment surtout cette démonstration de plus de temps possible d'oubli et bon, peut-être un bénéfice, peut-être chez les femmes à risque vasculaire. Mais on n'a pas des très grands groupes de femmes à risque vasculaire, donc ça nécessiterait peut-être de faire des études plus vastes.